Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Combat des Vainqueurs. Je m'appelle Claudia, j'ai été journaliste et je suis à présent hypnopraticienne. Et sur cette chaîne, j'utilise mes deux métiers afin de mettre en évidence le potentiel humain et les ressources formidables qu'on a tous en nous. Si vous avez vécu ou que vous vivez actuellement des épreuves difficiles, si vous pensez qu'il n'y a aucune issue, grâce à mes invités, vous allez peut-être changer d'avis. Car même en étant au plus bas, on peut toujours s'en sortir. Mes invités vont nous raconter leurs expériences bouleversantes, des fois douloureuses à l'extrême. Ils vont nous dévoiler les moyens par lesquels ils ont arrivé à passer de l'ombre à la lumière. Et ils vont nous donner aussi les clés de leur réussite. La réussite non pas dans le sens où le compte en banque est bien rempli, mais dans le sens où le passé douloureux a pu être transformé en force de vie, dans le sens où les richesses de cœur sont partagées pour les biens de tous. Mon premier invité, c'est Tom Meyers. C'est pour moi une personne très importante, car c'est dans son cabinet qu'il y a des années, j'ai commencé mon activité en tant qu'hypnopraticienne. À l'époque, j'avais terminé ma formation en hypnose ericksonienne et il fallait que je commence ma pratique. Seulement, je n'avais pas l'argent pour me payer un cabinet. Et Tom avait entendu mon histoire grâce à un ami qu'on avait en commun. Et il a dit que je pouvais commencer tout de suite dans son cabinet sans payer de loyer, le temps que ça démarre. Alors, Tom est là, non seulement pour son bon cœur, mais surtout parce que malgré les nombreux obstacles qui se sont dressés dans sa vie, malgré les moments sombres où il n'avait plus d'espoir, il a quand même réussi à retrouver son chemin, le bon chemin. Il a réussi à s'en sortir. Tom est un vainqueur et il nous montre que nous pouvons tous l'être. Regardez. Voilà, je peux vous présenter avec un grand plaisir Tom Meyers. Merci beaucoup pour m'avoir sur votre chaîne, en tout cas, pour cette interview. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Avec grand plaisir. À l'époque, quand on s'est connus, tu me parlais de ton activité en tant que thérapeute. Oui. Depuis 2007, je suis ostéopathe, certifié. Et même dans le temps, la formation, c'était pour des physiothérapeutes. Et moi, j'étais là pour apprendre l'ostéopathie. Je n'avais pas vraiment un cadre médical derrière moi. Ils m'ont accepté, j'ai fait ma certification. Ils ont dit, voilà, tu ne seras jamais diplômé. Mais aujourd'hui, je peux dire que dans les dernières années, j'ai fait des apprentissages en Allemagne pour obtenir mon bachelor en ostéopathie et en septembre dernier, même mon master en ostéopathie, en sachant que voilà, je vais avoir 50 ans cette année. Et alors, c'est venu dans le tard, mais j'ai quand même réussi à avoir tout ce que je voulais et tout ce que j'avais besoin vraiment pour continuer à exercer la profession qui me tient au cœur, que j'ai trouvée très tard dans ma vie, mais qui est vraiment sublime. D'accord. Alors, tu parlais aussi d'un livre que tu voulais écrire et c'est fait. Tu as lancé ton livre il y a 2-3 ans en juillet 2018. Il est sorti. C'est un livre en anglais qui s'appelle Futurize Yourself. On peut le voir là-bas. Oui, et dans laquelle, oui, je raconte un petit peu ce qu'on va raconter aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, j'étais sur une scène en Italie et j'étais invité pour donner un workshop.
Et les gens me disaient Tom, 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 après mon discours, après avoir aidé avec l'apprentissage d'une technique. Et tout d'un coup, ça m'a touché tellement fort parce que j'ai comment je suis venu ici en fait. Il y a à ce moment-là, 15 ans avant, j'étais dépressif suicidaire. Alors, j'avais un magasin de charcuterie. Et tout d'un coup, j'étais un ostéopathe qui était en train de partager son savoir-faire. Et il était applaudissé. Pour moi, c'était comme une expérience que j'avais jamais eue dans ma vie. Jamais. Et tout d'un coup, je me réalise, mais quel chemin ce que j'ai fait. Je dois écrire cette histoire. Et oui, c'est quelque chose aussi très thérapeutique de revisiter tout son passé pour Ah oui, oui. voir aussi de tout ce qui t'est arrivé et comment chaque étape de challenge, comment j'ai pu les dépasser Oui, oui. avec un objectif très précis. Oui. Parce que pour moi, Marie-Annie, je pense, toute la réalisation que j'ai faite dans les dernières 20 ans, c'est grâce à un objectif. C'est ça. Mais cet objectif n'est pas apparu tout de suite. Ah Quand non, on a après ma crise existentielle, un coach m'a donné des questions et aussi une question c'était décrivez-moi une journée idéale dans 10 ans. Ok. Mais seulement cette question m'est donnée après que j'avais trouvé ma potentielle. Aussi, ma potentielle n'était pas quelque chose qui m'est venu gratuitement, on va dire. C'était pas quelque chose dans lequel je suis baigné tout de suite. J'ai dû le trouver, j'ai dû avoir des questions pour le trouver. Parce que ma potentielle, je ne savais pas du tout. Mais grâce à cette potentielle, grâce à la découverte qui est en nous, chacun a une autre potentiel, un groupement de potentiel, parce que ce n'est pas un, c'est plusieurs, grâce à la découverte de cette potentiel, et de le futuriser, de se dire qu'est-ce que cette potentiel peut être dans le futur. Et ça, c'est mon objectif. Et après, j'ai tout fait pour mettre en œuvre, rééduquer, parce que moi, j'ai un diplôme de cuisinier de base. Quand j'avais 19 ans, j'étais cuisinier, j'ai travaillé en Angleterre dans les hôtels comme serveur, comme sommelier sur les bateaux de croisière. On va voir ça aussi. Oui, dans 20 à 28, j'ai plein de faire, on va discuter, mais c'est thérapeute, Oui, 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 tout à fait. rechercheur, écrivain. C'est ça. Et justement parce qu'on parlait de ça, donc quand on s'est connus, tu parlais de ton livre, tu avais encore des examens à passer et puis tu avais déjà des invitations, tu es conférencier, Oui. tu avais des invitations un peu partout en Europe. Oui, aussi. Et donc tu continues. Et je continue. Ouais. Tu vas en Allemagne, tu es invité. Pour l'instant, je me concentre sur une organisation d'une conférence ici en Belgique que moi j'organise et j'ai invité quelques speakers. C'est une conférence dans le formule de TEDx, c'est TEDx Vilvoorde, Living in the Future Present est le titre. Mais aussi, plutôt pour l'instant en Belgique, je suis invité comme conférencier pour partager un petit peu mon savoir et mon expérience à regarder dans le futur. Un futur qui est en train de changer très vite grâce à la technologie. La technologie est en train de changer notre monde, notre vie avec une vitesse jamais vue, et comment on peut mieux naviguer tous ces changements sans perdre quelque part notre racine humaine. Et aussi de rester en bonne santé dans le corps et dans l'esprit. Parce que je peux imaginer que quelqu'un qui perd son job grâce à une robotisation ou automatisation, un job pour lequel il a étudié, qu'il a travaillé beaucoup des années pour avoir quelque part une maîtrise, tout d'un coup, quand il est en face de cette machine qui a le remplacé, ça va toucher des gens profondément dans leur être. Mais pourquoi je suis encore ici? Qu'une machine peut faire mieux que moi?
C'est ça mon discours, c'est de regarder, d'être et bien vivre dans le présent, ça c'est clair, mais aussi d'avoir une vue. Tu veux y aller où? Qu'est-ce qui va se passer peut-être? Il y a différentes options dans notre futur. Et c'est d'avoir déjà un projet, mais si ça se passe, mais peut-être je peux faire ça. Oui. Comme ça, on est beaucoup mieux, allez, beaucoup plus résilient et responsable de ce qui nous arrive dans le futur. Et déjà, le fait de montrer à notre inconscient l'image de ce qu'on veut vivre dans le futur, ça va nous aider. On va peut-être en mode automatique commencer à faire des pas vers ce projet. C'est certain. Et dans mon cabinet, je vois assez souvent quand je demande à une personne, mais qu'est-ce que tu veux sentir dans une journée idéale, ici, quelque temps? La bonne question. Si les gens sont sans mots, c'est difficile, mais c'est là que ça commence. Qu'est-ce que tu veux sentir dans la vie? Ça peut faire un déclic. Oui, c'est cette réalisation de, mais j'ai jamais pensé à cela. Oui, mais c'est quand même pourquoi on vit, quand même pour avoir une certaine sensation, pour être content, heureux, épanoui. C'est quand même la base de notre existence, pourquoi on fait des choses. Et comment tu vas la voir, comment tu vas ressentir ces choses. Moi, quand je suis sur scène en train de parler à une centaine de personnes, ça m'épanouit. Mais je peux m'imaginer que pour certaines, c'est une peur existentielle qui n'est pas dans leur potentiel. Mais peut-être quand ils disent, mais la mathématique, ça c'est génial. Et moi je dis, la mathématique, je n'aime pas, ça me stresse. C'est ça. Comment on va sentir ce bonheur? Un mathématicien, il est dans son bonheur quand il peut faire des calculs. Moi, je suis dans mon bonheur. C'est juste de trouver que je ce qui fait son bonheur. C'est trouver sa potentiel. Et quelque part, si tu veux, de trouver la potentiel qui peut vous donner cette sensation. Tu as eu une enfance plutôt difficile, je dirais, parce que tu as eu certaines choses à dépasser. Et tu as dû te dépasser toi-même pour arriver où tu es aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Qu'est-ce qui pourrait caractériser cette période? Moi, je suis né en septembre 1970. Mes parents sont en Belgique, à Anvers. Donc tu es néerlandophone? Je suis néerlandophone de base, oui. Et mes parents, voilà, ils sont mariés un an avant, mais ma mère était toujours malade. Et elle avait des problèmes psychologiques, aussi des douleurs dans la tête qui n'étaient pas toujours présents. Elle était assez souvent hospitalisée ou chez les psychiatres, ou elle avait besoin de son temps pour, voilà, parfois dépasser certaines problématiques. Le soutien maman, difficile, presque non existante. J'ai été beaucoup, quand j'étais né, chez mes grands-parents paternels. Mon père, c'est quelqu'un qui est devenu, dans son enfance, introverti. Il était là, mais pas trop affectif. Mais affection, non. Et aussi, en grandissant, c'est quelque part, oui, ils sont divorcés quand j'avais 11 ans, il n'avait pas beaucoup d'argent, il devait le payer, alors et moi je demandais des choses et c'était toujours pourquoi? Non. Alors ça devenait quand même un trauma pour moi. C'est quoi ce trauma exactement? Le trauma, c'était que je n'osais plus de demander des choses à mon père parce que c'était toujours une porte fermée. Et c'est comme dans la vie, oser de demander des choses aux autres maintenant, c'était un challenge que j'ai dû dépasser et c'est encore parfois très difficile. Mais c'est vraiment cette non, toujours. Qu'est-ce que tu déduis en tant qu'enfant quand on te dit non, quand ton propre père te dit non? Pour moi, c'était toujours un échec. Et ok, comme enfant, on est parfois exigeant et on ne comprend pas toujours le non, mais
quelque part, ça m'a touché énormément. Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas? Tu penses que c'est pas juste de recevoir? Oui, c'était en côté de cela, il y a une autre histoire qui peut être associée avec cette peur de mon père, que à certains stades, il m'a dit que je ne méritais pas certaines choses, qu'il ne pouvait pas être fier de moi, qu'il allait au travail le lundi et que ses collègues parlaient de leurs enfants, de leurs bons points, de leurs activités ensemble. Et qu'est-ce que j'ai à dire de toi? Rien, je ne peux même pas être fier de toi. De certains épisodes comme ça, j'ai eu qui sont des claques, oui, qui sont quand même là, encrustés dans le cœur, quelque part de mon corps. Qui mine bien la confiance en soi. Oui, qui est lime et que quelque part, dans les dernières 10 ans, j'ai tout mettre ça en place, j'ai mieux compris pourquoi et tout cela, mais à ce moment-là, comme enfant, tu ne sais pas. Chaque enfant, on croit son parent. Oui, et c'était quand même violent, très violent. Ça veut dire, j'ai jamais eu un père violent au niveau physique, mais quelque part, j'ai quand même reçu une violence sur ma psychologie. Oui. Et voilà, ça a fait que voilà, j'ai eu peur de ne pas réussir, de quelque part que je ne suis pas assez bien, que tout cela, on peut dépasser, mais ça reste quand même toujours un petit gêne comme cela. Mais je suis très conscient de celui-là aujourd'hui. J'ai aussi, grâce à mon livre, partagé ça avec mon père. Mon père, j'avais dit à mon père, j'ai écrit un livre, papa, et il y a certaines choses que tu ne sais pas. Le suicide, les idées suicidaires, plus que j'aimais couper dans mes bras quand j'étais jeune, il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a entendu ça? Le premier draft de mon livre, il a dit, c'est un peu court. Un mois avant la sortie du livre, il a dit « C'était pas toujours facile à lire. » C'est tout. Complètement froid. Il n'a pas été touché. Si, mais mon père n'exprime pas ça. Je comprends mon père complètement. Mais est-ce que tu as ressenti quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose dans son attitude, dans son comportement? Non. Alors, mais c'est pas nécessaire. Parce que c'est mon père. Il a son vécu, son histoire, ses blessures. J'ai commencé à bien comprendre cela. Oui, on veut toujours cet amour, cette reconnaissance. Mais je sais que je ne vais pas l'avoir, pas comme ça. Mais j'ai un soutien de mon père pour mon parcours des dernières années qui dépasse qu'il n'a jamais fait pour moi quand j'étais jeune. Il te soutient? Il me soutient parce qu'il croit en moi. Et quand j'avais besoin, certaines périodes étaient très difficiles financièrement, aussi pour payer mon bachelor et master, il a offert ça de sa volonté. Il dit, Tom, voilà, je veux payer ta formation qui tue même presque 10 000 € plus. Je n'arrive pas, mais je voulais le faire. Et il a dit, voilà, je peux te soutenir en ça. C'est comme ça qu'il montre qu'il est là et qu'il en croit en moi. Et que maintenant, aujourd'hui, qu'il n'a plus cette tu n'es bien pour rien. Il a changé de Il a changé. Et grâce à une autre conversation qu'on a eue, j'ai dit, ok papa, maintenant tu as lu mon livre. Mais comment tu m'as vu quand j'étais jeune? Et sa réponse était magnifique. Très courte, mais magnifique. Il a dit, certains parents, ils ont des enfants et ils oublient complètement eux-mêmes. Moi, je n'étais pas comme ça. Si tu voulais faire quelque chose avec moi, c'était ok. Si tu ne voulais pas, c'était ok aussi. Mais c'était la direction qu'il a dit.
C'est moi, je devais y aller à mon père pour faire quelque chose. Il fallait toujours demander. Alors Oui, tu avais peur de et j'avais peur. C'était pas comme mon père allait vers moi, Tom, qu'est-ce que tu penses de faire ça ensemble? Notre intérêt est un petit peu dévié. Son père, par contre, mon grand-père de Mbampa, ils m'ont mené partout, ils m'ont mené dans son monde, et mon père ne me faisait pas. Alors, ça veut dire que tu as quand même eu une présence dans ton passé, dans ton enfance, qui a été rassurante, Oui. sécurisante, Oui. et qui t'a encouragé. Est-ce qu'il t'appréciait, ton grand-père? Ça, je me rappelle, il m'apprécie beaucoup. Mon père et moi, mon grand-père et moi étaient très fusionnels. Mais aussi, c'était juste à l'âge, je pense, de 15 ans. Il était très malade les dernières années. Alors, c'est juste une période, on va dire, de la naissance jusqu'à 10, 11, 12, maximale, quelque part, qu'on a eu cette expérience ensemble. Est-ce que tu as déjà entendu pendant ton enfance, bravo, c'est parfait ce que tu as fait, c'est magnifique? Non. Okay. C'est ce qui a marqué ta jeunesse parce que tu as commencé à 17 ans ton école dans la cuisine. L'école, l'hôtelière, j'ai commencé à 12 ans. À 12 ans? Oui. Dans le secondaire. Ah, oui. Le secondaire, je suis rentré tout de suite dans l'école d'hôtellerie à Anvers, de Piva. Et j'ai continué j'ai doublé un an, c'était le 4e année que j'ai doublé, et c'était oui, jusqu'à 19 ans. Comment ça se fait que tu as doublé? C'est incroyable aujourd'hui, quand on sait que tu es auteur, tu es conférencier, d'entendre que tu as doublé une année dans l'école de cuisine. Mais j'étais bien pour rien. Mais dans le sens que je n'étais pas un très bon étudiant. Ça veut dire que voilà, les points n'étaient pas là, et je n'étais pas soutenu non plus pour le devoir, ou à la maison, j'ai tout fait moi-même. Je n'avais pas vraiment un soutien de quelque part, d'apprendre comment d'apprendre, par exemple, j'ai jamais eu. Peut-être que tu n'aimais pas non plus. Peut-être. Est-ce que tu aimais? Quoi, étudier? Dans l'école de cuisine. Oh, j'aimais bien l'école. Oui, oui, j'aimais bien. C'est vrai? Oui, oui. Oui. Donc tu sais très bien cuisiner? Ah, je sais tu sais tout faire? Moi, je sais tout faire, oui. Même le repassage. Okay. Mais non, la cuisine, mes amis, quand j'invite, ils sont toujours très contents. Ils ne vont jamais dire non. D'accord. Alors, tu as terminé ta formation en cuisine et tu as commencé à travailler à partir de quel âge? J'ai fait 1 an de marketing à ce moment-là parce que tout le monde le faisait dans le temps. Et j'ai raté tous mes examens pour une raison ou d'autre. C'était la seule année que j'ai étudié, que j'avais raté plein de choses. Et avec mon papier, je suis retourné avec la voiture à la maison. J'ai dit, mais comment je vais dire à mon père ça? Je suis déjà un raté, et là j'ai raté fort. Et j'avais peur, qu'est-ce qu'il va dire? Et je suis rentré et je lui ai dit, voilà papa, j'ai raté 10 examens. Mais pourquoi tu ne vas pas travailler dans des bateaux de croisière? C'était sa réponse. Moi, j'ai tombé du ciel. Pas de critique, pas de reproche? Pas de reproche, pas de critique. Okay. Et ce qui s'est passé, ce jour-là, il y avait dans le journal un article qui disait il y a des bateaux de croisière qui seront faits en Belgique à Gand. Il avait lu et il savait que c'était un de mes souhaits de un jour travailler sur un bateau de croisière comme serveur, sommelier. Et il dit, pourquoi tu ne l'appelles pas? Alors, moi, je dis, ah oui, pourquoi pas? Je les ai appelés et il m'a dit, le monsieur à l'autre côté du téléphone, il a rigolé et il dit, pour l'instant, on cherche des welders pour souder les plaques de métal ensemble. C'était vraiment la stade numéro 1 de la projet. Il dit, rappelle-moi dans 6 mois,
pour voir si on peut commencer le recrutement. Alors je dis, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 mois? Et je dis, je veux alors mieux parler l'anglais, parce que sur les bateaux, c'est en général l'anglais la langue primaire. Alors j'ai commencé à regarder pour un job en Angleterre. Et j'avais en total 5 hôtels en Angleterre qui ont dit, envoyez-moi ton CV. Et de ça, j'avais 2 jobs pour faire. Et j'ai pris un. Alors, 10 jours après de cet échec à l'école, comme mon papa m'a dit, pourquoi tu ne travailles pas sur les bateaux de croisière, j'étais parti de la maison. Tu étais en Angleterre? J'étais en Angleterre, je voulais être pour 3 mois. Le contrat était pour 3 mois. Je suis resté 8 ans en Angleterre. Ah bon? Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que j'adorais. C'était loin de mes problèmes. Donc tu as commencé à travailler comme cuisinier? Mais comme serveur. Serveur, ok. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais content? C'était quelque chose que tu aimais? Ah oui, mais déjà avant, je travaillais dans des restaurants ici pendant les week-ends comme serveur, et parce que je n'aimais pas la cuisine. Finalement? Oui. J'ai fait un mois de stage en cuisine pour l'école, et je n'aimais pas. Et alors, mais je savais, avec ça, avec ce diplôme et avec la connaissance que j'avais dans le service déjà, j'ai dit, en fait, j'aime plus le service. J'aime la côté contact avec les gens. Ok, donc si je comprends bien, tu as commencé à faire cette école de cuisinier parce qu'on t'avait dit qu'en étant petit, tu voulais faire ça. Oui. Et je ne suis pas sûr que c'était vrai. Que c'était vrai, ok. D'accord, mais c'est grâce à ça que tu es arrivé en Angleterre? Quelque part, oui. Et 8 ans, mais ça veut dire que j'ai commencé à travailler dans cet hôtel. Ils étaient contents de moi j'étais content là-bas. J'ai continué pendant 1 an. J'ai rencontré une copine à ce moment-là. On a quitté le job. On a fait un voyage autour du monde pendant 9 mois avec au sac à dos. Après, je suis retourné en Angleterre. J'ai postulé pour mon job sur un bateau de croisière, pas celui-là qui sont construits en Belgique, mais j'avais entendu du bateau le plus prestigieux au monde à cette époque-là, c'était le Queen Elizabeth II. J'ai postulé là et j'ai eu un job. Et je suis parti pendant 1 an sur ce bateau comme serveur, c'était génial. Qu'est-ce qui était génial? De voyager de ce monde de croisière qui est assez spécial. Mais il y a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail. C'est très fatigant. On était 3 mois on et 1 mois off. C'était épuisant parce que c'était tous les jours. Et à ce moment-là, oui, il y avait parfois c'était plus dur que d'autres parce qu'on n'avait pas tous les jours les 3 activités, mais parfois on devait encore faire l'après-midi, le afternoon tea, et on avait encore le matin des boat drills, où tu dois répéter quand quelque chose est en panne ou le bateau, il y a quelque chose, un feu, on devait répéter. Alors ce jour-là, ça veut dire petit déjeuner, drill, lunch, après-midi, afternoon tea, plus dîner. Ça, c'était la journée le plus dur. Mais voilà, ça... Est-ce que ça arrivait à te satisfaire? Tu te sentais bien avec ce que tu faisais? J'avais 21 ans. Tu te demandais pas? Non. J'avais 21 ans, j'étais partout, c'était quelque chose de libérant. Tu parlais plutôt du fait que tu as eu une dépression, que tu te coupais aussi. Ça, c'était quand? Ça, c'était quand j'étais encore... c'était avant 15 ans. Je comprends bien maintenant que c'était un appel de secours. J'avais besoin de l'attention que je ne recevais pas. Mais on coupe et tout de suite on le découvre. Mes parents n'ont jamais vu en fait. Tu fais quelque chose et après tu le couvres. Parce que tu es quelque part aussi très... Comment on dit,
Tu as honte. honte peut-être, de ce que tu fais. Et voilà, mais oui. Ou c'était peut-être une façon de ne plus ressentir une autre douleur. Oui, quelque part, on aimait la douleur. Que je me rappelle les couteaux, en fait. Et c'est mon papa a rencontré quelqu'un d'autre, alors. C'est dans cette Et période-là. c'est dans cette période-là. Je savais, elle était vétérinaire, elle avait des très bonnes couteaux pour faire les opérations sur les animaux, et c'est ça que j'utilisais. Et ça arrivait quand? Est-ce qu'il y avait des périodes où tu faisais ça, ou Pas du tout. des événements qui te Je ne poussaient? peux plus me dire, j'ai juste les cicatrices. Tu as encore Et des j'ai la cicatrices. mémoire de le faire, mais je ne sais pas ce qui a fait que je l'ai fait. Mais je me rappelle quand j'avais mon magasin de charcuterie à Malines, que j'ai commencé à 29 ans, et que je n'allais pas bien parce que ça ne marchait pas, je n'étais pas dans ma place, que quelque part, que je voulais le faire de nouveau. Que j'avais vraiment j'ai pris le couteau en main pour le refaire. Mais j'ai dit non, je ne peux pas, je ne peux pas. Là, j'avais plus la rationnelle qui m'a freiné de le faire, surtout parce que mes vestes de travail, c'était manches courtes. Ah oui, et ça se voyait. Si je me coupe là, ce n'est pas une coupure que tu peux justifier à tes clients. Et comment tu as fait pour t'arrêter lorsque tu étais adolescent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui Non. savait? Non, personne. C'était... Non. Ça a Je duré pense que longtemps? le premier pas que j'ai parlé de ça, j'avais 29 ans. C'était après ma crise existentielle. Car, allez, pendant cette période, dans la période de mon magasin en charcuterie, c'est la première fois que j'ai confié mes problèmes à quelqu'un. Et c'était la pharmacienne à côté. On a sympathisé, on était très bien dans le papote et tout cela. Et cette personne m'a mis en confiance. Et c'est elle avec qui j'ai parlé. Elle était mariée, elle avait 2 enfants, je pensais qu'elle était 10 ans plus que moi, mais en fait elle avait 20 ans plus que moi. C'était il y a 2 ans que je me réalise cela. Et c'est elle qui m'a en fait aidé aussi à me donner le clé d'une thérapeute pour en fait sortir de ma crise. En sachant, parce qu'on doit reculer un petit peu, pourquoi j'ai commencé un magasin de charcuterie? Parce que j'ai fait les voyages pendant 8 ans en Angleterre, avec le bateau inclus, avec mes voyages autour du monde inclus. Et à un moment donné, j'étais sur le bateau et je voulais quitter, mais l'Angleterre ne m'intéressait plus. Alors je suis retourné en Belgique, je n'avais pas de job. Et mon ami, pendant les 8 ans que moi j'étais parti, il a commencé une charcuterie, traiteur. Et il avait beaucoup de succès. Il avait une super belle maison, super belle bagnole, super moto, une femme, un enfant, et moi j'avais rien. C'était un ami d'enfance? Oui, un ami de mes dernières années dans l'école hôtelière. Une famille qui m'a bien soutenu aussi, qui m'a emporté. C'était plutôt ma deuxième famille entre 16 et 18 ans. Et eux, ils étaient en train de chercher quelqu'un pour l'expansion de leur business. Et moi, j'avais pas de job, alors ils me téléphonent un jour que moi j'étais en train de... Allez, une introspection se faisait à ce moment-là pour qu'est-ce que je vais faire, quoi. Est-ce que je vais être serveur? Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Et il me téléphone, Tom, est-ce que tu n'es pas intéressé de commencer une charcuterie comme le mien? On va t'aider, ça peut être en franchise, on a un endroit, et ça sera génial, tu peux le faire toi-même, on va tout te mettre en ordre pour que tu seras bien. Moi j'ai dit, oh, merci! C'est le sauvetage. Sauvetage! J'ai dit, comme la vie est belle! Et c'était comme, voilà Tom, un cadeau du ciel! Et tu avais 29 ans? j'avais 29 ans, oui, 29 ans.
Et alors, le 9-9-99, j'ai ouvert le magasin à Malines. D'accord. Parce que je voyais, À Malines? à Malines, oui, je voyais aussi le rêve de la renommée sans succès. Ça veut dire que sans succès, si moi je commence, je peux l'avoir tout de suite. 2 mois plus tard, Pas le cas. 2 mois plus tard, ils étaient perdus, mais perdus. Et je peux le prouver parce que j'ai écrit tout. J'ai des agendas où je peux voir mon état d'esprit. C'était quoi ton état d'esprit? Mais mon état d'esprit, c'était désespoir. J'étais fermé dans une cage entre 4 murs. Moi qui avais voyagé pendant 8 ans autour du monde, ça ne marchait pas. Je perdais de l'argent. Je ne savais pas quoi faire pour améliorer. Eux, apparemment non plus. Mais je ne me rappelle plus s'ils m'ont soutenu, mais ils savaient quand même bien les chiffres que j'avais. Tu avais où habiter? J'habitais dans le lieu aussi, à ce moment-là, en haut, dans une chambre, quand il était en train de pleuvoir à l'extérieur, c'était presque à l'intérieur, alors c'était pas très génial, mais je n'avais pas de sous. Au-dessus de la charcuterie. Oui, c'est ça derrière. Tu ne pouvais pas louer quelque chose? Je n'avais pas d'argent pour ça, je n'avais vraiment pas les moyens. Tout ton argent que j'avais mis à côté était mis dedans, plus j'étais à la banque aussi pour, à ce moment-là, 300 000 francs belges, qui est énorme pour ce temps-là, et ça ne marchait pas. Donc tout ce que tu avais gagné pendant 8 ans en Angleterre, tu as tout perdu? Tout perdu, et plus. En analysant ça, comment tu vois les choses? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que justement, on parlait des obstacles qui se dressent devant nous. C'était pas à ma place. T'étais pas à ta place. C'était pas moi. Comment j'ai pu me fermer dans une boîte, un petit magasin, que moi, comme potentiel, j'ai besoin de mouvement. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de voir autre chose. Aussi dans une culture très particulière. Malines est très particulier comme culture. C'était avec mes voyages et tout ça, j'étais comme un étranger pour eux. C'était bizarre. J'étais pas comme eux. Et c'était aussi un problème. Et l'autre problème que j'avais décoré un petit peu dans un style que moi j'aime bien, c'était pas super de luxe, mais avec petites choses, j'avais un bel magasin. C'était trop beau. Ils avaient peur que c'est trop beau, alors ça veut dire trop cher. Ah oui, d'accord. Tu penses que c'est pour ça que tu n'avais pas assez de clients? C'est une des raisons. Aussi que les anciens propriétaires du magasin, eux, ils savaient, mais ils ne m'ont pas dit. Ils ont vendu un terrain à 500 mètres où il y a un supermarché qui s'est mis. D'accord, la concurrence. La concurrence. Eux, ils savaient que ça va venir, ils ont vite vendu leurs affaires. Ah oui. Et moi, tu t'es fait piéger. Et moi, j'étais dans le piège. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu t'es retrouvé tout seul, sans argent, avec un commerce qui ne marchait pas? Alors, c'est un jour que la pharmacienne est rentrée et elle dit: Tom, voici un numéro et un nom d'un astrologue coach. Appelle-la, elle va t'aider. Et moi, j'ai dit: You must be joking. C'est pas possible. Avec quoi tu viens? C'est une astrologue. Ça, c'est pour des gens désespérés. Tu n'avais pas encore fait la tentative de suicide? J'ai jamais fait une tentative de suicide, mais j'étais toujours très proche. Je savais que si une chose suicidaire, et aussi je savais, j'avais tout mis en place, je savais ce que je allais faire. Ça n'a plus d'importance. Et comment tu as fait pour ne pas arriver dans ce jour où tu avais tout prévu? Je suis allé à l'astrologue. Finalement. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est elle. Imaginez, moi je suis Tom perdu, je ne savais plus quoi faire, j'avais plus d'avenir,
j'avais toujours eu des emmerdes. Ici, j'avais un cadeau énorme et de dire voilà Tom, et, tu n'as rien à faire. Ici, le magasin, on va t'aider, cadeau du ciel, et tout d'un coup, tout est coulé quelques mois plus tard. Et c'était comme ça un petit peu ma vie. Il y a des bonnes choses et après, paf, ça découle. Hop, il y a quelque chose de nouveau, beau, et tout de nouveau, c'est le tapis est tiré en dessous de moi et tu tombes de nouveau. C'était un chemin. C'était un schéma. Et, ça s'est installé quand en fait? Pendant l'enfance peut-être? Peut-être dans l'enfance, mais je vois que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et de nouveau, c'est là. Je dis, mais c'est pas possible. Ici, c'était quand même un cadeau du ciel. Et de nouveau, passe 2 mois plus tard, par terre. Alors, et moi, dans ce temps-là, le coaching aujourd'hui, c'est connu, mais dans le temps, non. On parlait à 20 ans, tu vas chez un psychologue ou chez un psychiatre, mais pour moi, ça c'était bien pour ma maman, elle était malade, moi j'étais pas malade. Mais je suis quand même allé parce que... C'était ton seul espoir peut-être? Oui, mais aussi, c'est une personne de confiance, une pharmacienne qui m'a donné ça. Alors j'ai dit, elle est éduquée, j'ai confiance en elle, elle est plus âgée, elle me parle pourquoi, qu'elle avait vu cette personne avant et qu'elle avait tout son être disait, elle va t'aider. Et je suis allé. J'ai dit, ok, si quelqu'un comme ça me dit, je vais essayer. Ça m'a pris peut-être 1 ou 2 mois après. Mais je suis allé, et cette personne, c'est comme un coach. Elle n'a pas parlé de l'astrologie, la première séance, ni la deuxième séance jusqu'à la fin de la séance. Première chose qu'elle a fait, c'est, je devais raconter ma vie, et elle me mettait de nouvelles perspectives de mes expériences. Moi, je voyais une chose, par exemple, moi j'étais dans un village, je n'étais pas du village, et les enfants, jamais j'étais parti d'un groupe. Il y avait 3 groupes, j'étais jamais parti d'un groupe. Et pour moi, moi je suis pas assez bien pour ces groupes. Moi je suis pas bien, moi je suis nul. Et je dis, mais ok, regarde ceci. Peut-être, la première chose qu'ils vont faire, c'est, tu es qui? Et après, ils essayent de te contrôler. Mais tu n'étais pas contrôlable, alors ils t'ont rejeté. Et elle a changé la perspective. Elle a changé la perspective. Et tout d'un coup, ça faisait plus de sens. Non, je n'étais pas contrôlable. Moi, j'avais mes idées, j'étais assez... J'étais différent que les autres. Et s'ils ne peuvent pas contrôler, on te rejette. Alors, j'étais toujours rejeté. Et des petites choses comme ça, des illuminations grâce à une autre perspective que je ne pouvais jamais faire moi-même. Parce que quand tu es dedans, tu n'as pas. Tu as besoin d'un coach, quelqu'un d'autre qui te montre cette perspective. Il y a une autre réalisation qui s'est faite. C'est comme tout d'un coup... Des prises de conscience. Une autre année, tu te réalises, mais en fait, je suis en train de regarder toujours ici, mais si tu regardes là, et j'ai pu extrapoler ça aussi dans ma vie, que je regarde toujours un petit peu de l'extérieur. De overview effect. Tu regardes un petit peu de loin pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Ça fait du bien de prendre de la distance. De la distance. Première séance. Après la première séance, elle m'a donné 3 questions de devoir. Pourquoi Tom? Tout le monde est toujours meilleur que toi. Tu parles de tes amis, que celui-là est meilleur que toi, et celui-là aussi, et toi, tu es rien. Tu les mets tous sur un piédestal, mais toi, tu es toujours là. Décrivez-moi en quoi ils sont meilleurs que toi. Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit que c'était toujours des bons communicateurs. C'était comme des dictionnaires vivants. Il y avait toujours des réponses sur toutes les questions que tu pouvais donner, et tout de suite. Aussi, leurs blagues étaient super. C'était comme ils avaient toujours une blague là.
Et moi, c'était 5 jours après, j'avais une bonne blague pour répondre à la blague qu'ils ont dit. Et c'était ça que j'ai dit, mais c'est quand même extraordinaire. C'est des gens, il a une connaissance, une intelligence. Et moi, je n'avais pas ça. Mais avec cette question, après qu'on a discuté dans la deuxième séance, elle dit, mais en fait, tu es un communicateur. Ouais, il y a un communicateur en moi, mais je ne savais même pas. Mais il n'avait jamais donné aussi de nourriture, ce communicateur. Il n'était pas encore révélé. Non. C'est qu'il n'a pas encore été observé, parce que normalement, quand on a des qualités, on les observe pendant l'enfance et on est apprécié pour ça, on est encouragé à aller vers notre don. Mais ce n'était pas ton cas. Non. Et c'est donc grâce à elle, à cette coach, que tu as découvert ton don de communicateur. C'est grâce à elle pratiquement que tu es maintenant C'est conférencier. grâce à cette question, c'est grâce au travail que j'ai fait pour répondre à cette question et au niveau de mettre cette perspective sur ma réponse, ces différentes perspectives sur ma réponse. Et ces 3 questions, c'est de voir les autres, c'était pourquoi les autres viennent chez toi, Tom, mais pas chez tes amis, et qu'est-ce que tu as déjà fait? Si tu pouvais faire ça pour le reste de ta vie, tu penses que tu seras heureux, content, épanoui. Et il y a des choses que j'avais déjà fait qui m'épanouissaient, le voyage. Et d'autres choses que j'ai trouvées, et c'est grâce à ça, à rentrer dans mes réponses. Et on a pu sortir ce communicateur, ce thérapeute, l'enseigneur, quelqu'un qui donne des enseignements, le rechercheur et le voyageur. 5 mots clés. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière. Là où tu étais désespéré, tu ne voyais plus le bout du tunnel. Et puis, là où tu étais figé sur tes idées suicidaires, est-ce que tu voyais encore une issue à tout ça? Est-ce que tu avais encore confiance? Est-ce que tu pensais que tu vas t'en sortir? Non. Pas du tout. Donc pour toi, c'était terminé. Oui, tu avais 29 ans et tu disais que ta vie était finie. Oui. Il n'y avait... Parce que si la vie était ça, tous ces pièges, quelque part, ou tous ces challenges tout le temps, après quelque part tu es levé dans le ciel et pouf, tu tombes par terre, il n'y avait pas de sens, pour moi, ça n'avait pas de sens. Au niveau évolutionnaire, il y a quand même une tendance d'évoluer, de s'améliorer, il n'y avait pas. Alors pourquoi continuer? Si ça n'avait pas de sens pour moi. Est-ce que maintenant ça a du sens? Aujourd'hui, ma vie a beaucoup de sens. Quel sens donnes-tu à toutes ces épreuves difficiles? Mais tout cela, j'utilise aujourd'hui dans mon travail. Ça veut dire? Ça veut dire que avec ces expériences, comment j'ai dépassé, ou par exemple de voir maintenant comment le monde change, en fait, je m'ai futurisé il y a 20 ans. J'ai trouvé ma potentiel, j'ai dit c'est ça ce que ça peut être, j'ai commencé à le réaliser, je l'ai réalisé, et maintenant j'aide quelque part les autres à imaginer qu'ils peuvent trouver leur potentiel et l'avenir, qu'ils ont une certaine contrôle et une responsabilité. Qu'ils ne subissent pas leur vie. Oui, et ici au niveau du cabinet ostéopathique, parce qu'on peut se demander mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'ostéopathie? L'ostéopathie est quand même holistique, et quand tu n'es pas bien dans ton corps ou tu as des douleurs et du dos, des épaules, ça veut dire qu'il y a un stress. Alors, première chose à demander, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie pour avoir ces douleurs. Ça veut dire, chez moi spécifiquement, je reçois des gens, en général, c'est pas voulu, mais c'est comme ça, qui n'ont pas vraiment des douleurs physiques grâce à un accident où ils sont tombés. Non, c'est plutôt parce qu'ils ont subi des choses dans les derniers mois, ou des grands changements dans la vie, où ils sont déménagés d'un pays vers un autre, vers ici, où il y a leurs collègues qui sont en burn-out et ils ont encore plus de travail, et qu'ils sentent que la tension le demande sur leur corps, sur leur esprit, et a tout d'un coup augmenté
au-delà de leurs ressources. Le stress, c'est quelque chose de physique, neuro-hormonal, c'est quelque chose qui implique pas seulement notre comportement, mais ça vient d'un changement biologique. Alors, quand on met tout cela en place et que je demande aux personnes, oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà, ça ne va pas au travail, je ne trouve pas un autre, je suis en pleine de doutes et questionnements, alors je commence. Avec, grâce à mon expérience du passé, et j'ai une bonne sensation d'empathie grâce à cela aussi. Je peux me mettre dans plein de différentes situations. Je les accueille voilà, dans ce monde et aussi de, ok, comment de maintenant commencer à voir la vie autrement pour se construire, pour avoir le travail de rêve, qu'on est mieux dans son corps, que les challenges sont mieux gérables. Parce qu'on est toujours en train de faire quelque chose qu'on n'aime pas, pour laquelle on n'est pas fait et qui ne fait pas de plaisir. Ah oui, mais ça laisse des traces dans le corps. Sans doute. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'esprit de voir la vie comme cela. On n'a même pas le temps de faire des analyses. On n'a même plus de temps, mais on n'a pas appris non plus. On n'a pas appris. Alors, je pense aussi mon devoir sur Terre, c'est de mettre ça en évidence grâce à mon expérience. Alors que ça a eu vraiment du sens. Ça a du sens. Et, ok, j'ai parlé de mon papa, mais ma maman, elle s'est excusée 1000 fois, je pense, elle était, qu'est-ce que j'ai fait dans ton enfance, je suis désolée, tout cela. J'ai dit, maman... Elle est consciente. Elle est consciente, très consciente de cela. Mais je dis, maman, ne regarde pas ce que c'était. Regarde aujourd'hui qui je suis, grâce à ça. Aujourd'hui, moi, je suis content, heureux, épanoui. Ça veut dire que tu les as pardonnés? Ah oui, mais je comprends aussi son histoire. Et je suis quelqu'un qui est peut-être très intéressé, mais ou qui a cette volonté de regarder aussi leur histoire pour comprendre. Et grâce à une tante qui est malheureusement déjà décédée d'un cancer, mais elle m'a donné un cadeau. Et elle a dit, juste avant sa décès, elle a dit, Tom, ta maman était toujours différente que les autres. Et tu as compris là que ce n'était pas à cause de toi? Oui, mais aussi, ma maman était un enfant hypersensitif et aussi ADHD avant la lettre. Mais elle était hyperactive. Ma grand-mère était seule parce que mon grand-père était seul, maternel, était décédé très tôt. Ma maman, dans une famille de 7 enfants, était très hyperactive. Ma grand-mère n'avait pas le temps de gérer ma maman et il l'a mis dans la cave pour se calmer. Elle a été enfermée. Enfermée. Ma maman n'a pas eu le soutien non plus. Parce que c'était après la guerre, c'était difficile à faire de l'argent, ma grand-mère était seule avec cet enfant. On ne peut pas rapprocher ma grand-mère. Elle n'avait pas les moyens. Et dans les années 80, au début de 50, mais ma maman est restée avec aussi un schéma. Alors, le premier pas que tu as fait dans ta nouvelle vie, c'était lequel? Le premier pas, après, j'ai ma potentielle. J'ai décidé, ma potentielle dans le futur, ça peut être, je suis un thérapeute qui a développé son approche, qui a écrit un livre là-dessus et qui est demandé autour du monde de faire des workshops et des présentations. Tu avais vu ça? J'ai écrit ça il y a 20 ans. Lorsque la thérapeute m'a demandé, imaginez une journée idéale dans 10 jours. C'était quoi? La phrase? Conférencier? Non, c'était, je suis un thérapeute qui a développé une nouvelle approche, qui a écrit un livre là-dessus et qui est demandé autour du monde de faire des présentations et des workshops. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
Oui. Et avec ça, je suis retourné à la maison avec elle disant, alors, à quoi tout, pourquoi attendre? À toi maintenant de le faire. J'avais encore mon magasin. Et de nouveau, grâce à la pharmacienne, elle m'a demandé un jour, Tom, tu ne veux pas y aller avec moi vers une conférence d'une personne qui va expliquer la kinésiologie, test musculaire. Quand j'ai vu la kinésiologue parler de la kinésiologie et les workshops, j'ai dit, ça c'est pour moi. Ça c'est thérapie que je peux faire sans avoir un diplôme médical. Et j'ai dit, je pense que ça c'est pour moi, je vais le faire. Alors je suis allé à cette workshop. Et la première soirée de 3 heures, la dame Agnès me dit, est-ce que tu as déjà fait ça avant? Parce qu'elle voyait que j'avais une facilité de faire ce qu'elle demandait, que c'était presque naturel. C'était naturel pour moi. C'était quelque chose qui... Ça venait de l'intérieur. Ça venait de l'intérieur. Et elle pensait que je l'avais déjà fait avant, mais ce n'était pas vrai. Et voilà, comme ça, j'ai dit, oui, mais non, j'ai jamais fait. Mais oh, voilà. C'est elle qui m'a accueilli alors dans la partie thérapeutique et qui m'a dit, mais si tu aimes ça, tu dois faire ce cours-là et par là. Et voilà, c'était parti. Est-ce que tu penses que sans l'aide de cette dame pharmacienne, ta vie aurait été différente? Sûrement. Sûrement, sûrement, sûrement. Mais on ne peut pas dire si je n'étais pas... que la vie ne m'avait pas proposé autrement de me changer. Ça aussi. Le passé, on ne le sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Pourquoi je suis retourné en Belgique et pas resté en Angleterre? Je ne sais pas. Moi, je suis juste très reconnaissante de tous les personnages qui m'ont quelque part assisté. Parce que tu as eu quand même des personnes qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu. Plein. Je le connais encore tous. Allez, celui-là, il y a des personnages qui sont très... j'ai une conscience de voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté. Il y a plein de personnages qu'on ne sait pas. C'est plus subtil. Peut-être avec les séances qu'on a eues ensemble, que tu as donné moi, sûrement ça m'a changé ma vie. Parfois, c'est des choses qui sont subtiles, qui n'ont pas que tu n'es pas consciente. Mais je sais que ça m'a changé. Même le fait d'avoir accepté très vite que je viens commencer ma pratique ici, même ça a changé les choses. Tiens, regarde, on est là ensemble en train de faire cet entretien. Voilà, ça aujourd'hui, tu m'invites, grâce à cet échange que j'ai fait avec elle, avec cette bien volonté, je voyais que voilà, je me voyais en toi en commençant mon pratique et que j'avais aussi besoin de l'aide. J'ai dit, mais I needed to pay backwards. J'avais déjà eu de l'aide et maintenant c'est à moi à aider quelqu'un d'autre et je continue de le faire. Et parfois c'est paid forward, ça veut dire que je fais des choses en avance, pas parce que je veux un retour, mais je sais qu'un jour donné, que ce cadeau ou que ce que je fais pour les autres, ça va me revenir un jour. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne en fait. En regardant en arrière, en faisant cette incursion dans le temps, dans ton passé, qu'est-ce que tu pourrais dire, enseigner à tous ceux qui te regardent et qui peut-être ont des projets, ont des rêves, mais qui sont laissés à l'oubli? Le grand leçon que j'ai eu grâce à ma vie, c'est si tu travailles de ton potentiel et que le rêve est projeté, que tu commences à réaliser ou donner de la nourriture à ce potentiel, de plus on est en harmonie avec soi-même et tout ce qui entoure, et comme ça on peut arriver à la réalisation du rêve. Mais le but n'est pas la réalisation du rêve.
Le but, c'est le chemin. Parce que le rêve, est vraiment quelque part comme une personne qui dit, voilà, mon rêve, c'est d'y aller sur Mount Everest. Ça dure quoi? Combien de temps on est sur Mount Everest? C'est pas très longtemps. Mais c'est de profiter de tous ces apprentissages, de nourrir son âme, de nourrir son être, et que ce travail sur soi, que ça rayonne autour aux autres, c'est cela qui donne le bonheur. Ok. Comment faire lorsqu'on se retrouve dans des moments aussi difficiles que les tiens, quand tu avais 29 ans, et qu'on ne voit plus Prends un coach. des issues? D'accord. Prends un coach. C'est d'accepter aussi qu'on a besoin des autres pour s'en sortir. Oui. Je ne pouvais pas voir autour de mon but. Si on est tellement loin, prends un coach et n'oubliez pas d'emmener le corps sur le chemin de changement. Parce qu'un changement, même s'il est coaché, c'est le corps qui doit le faire. Ce qui veut dire prendre soin du corps aussi. Oui. Comment le faire? Qu'est-ce que tu conseilles? C'est surtout tout ce qui peut apporter du stress relief. Parfois, on a besoin aussi d'un coach corporel, comme moi je fais, mais parfois, c'est de se soigner, de vraiment maîtriser les techniques du stress management. Parce que le stress, grâce aux hormones, ça peut changer les voies vasculaires dans le cerveau, ça peut changer la façon de voir des choses. Quand on est stressé, ça veut dire qu'on est plus vigilant au danger. C'est quelque chose instinctif, mais pas nécessairement rationnel. Pour faire des choix, on a besoin de rationnel, préfrontal. Mais cette partie-là, parfois, est perturbée parce que le stress, c'est quelque chose qui est instinctif, qui est plus central dans le cerveau. Et quand cette partie-là demande beaucoup de sang, et le glucose et tout cela, ça va fonctionner, mais c'est les autres zones, ils ont moins de glucose, fonctionnent moins bien. Alors, ça a des conséquences. De gérer son stress, parfois coaché, parfois par un massage, parfois par des exercices de la respiration, ou du yoga, tout le monde doit un petit peu trouver qu'est-ce qu'il emmène dans un corps qui est bienveillant, qui est relaxé, mais attentif. Ça ne veut pas dire relax, caipirinha, la plage. C'est entre et le stress et les deux, il y a ease. C'est pas l'inactivité. Non, on doit avoir la vigilance, on doit être quelque part dans un état où on peut changer à fur et à mesure ce milieu-là. C'est là où on est le mieux. D'accord. J'ai encore une question. Pourquoi ton livre est en anglais alors que tu es néerlandophone? Parce que de 20 maintenant à 49-50, j'ai parlé l'anglais comme première langue. C'est 30 ans de ma vie que je parle l'anglais et que aussi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas lire. J'ai que commencé à lire quand j'ai travaillé sur le bateau de croisière et pendant mes vacances autour du monde. Et c'était toujours des livres en anglais parce que ça, c'était mon environnement. Juste mon vocabulaire en anglais est plus riche et plus fluide que le néerlandais. C'est comme si tu avais choisi l'anglais parce que quelque part tu as retrouvé des forces en Angleterre, comme si tu avais des racines. Oui. Tu avais pris des racines peut-être. Peut-être, mais c'est juste un vocabulaire qui pour moi est plus facile. Tout ce que je lis c'est en anglais, tout ce que j'écoute beaucoup des audiobooks, c'est aussi en anglais. Cette inconscience, la vocabulaire anglaise, pour moi c'est plus riche dans ma mémoire en fait.
Et peut-être que aussi au niveau de l'exprimer, que quand j'étais en Flandre, que j'habitais, c'était pas des bonnes mémoires, et plutôt après, il y a une certaine période dans laquelle j'ai vécu des meilleurs moments, et c'était toujours en anglais. Et peut-être aussi, commercialement, c'est mieux. Il y a l'anglais un petit peu plus il y a plus de monde qui parle l'anglais que où est-ce qu'on vend ton livre? C'est qu'en Belgique ou tu vends ton livre? Mon livre est disponible sur mon site futurizeyourself.com, mais aussi sur Amazon et sur dans tous les coins du monde on peut l'avoir. Mais chez moi c'est une copie couleur, sur les autres c'est noir et blanc. Chez moi c'est plus spécial. Mais c'est quelque chose que je suis très fier. Et c'est que le premier. C'est bien. Ah oui, c'est le premier. Tu comptes encore écrire. La suite, c'est Design Your Life on Purpose, dessiner cet objet de potentiel vers le dessin de son avenir. Et le deuxième, c'est Evolving. C'est du moment où vous avez dessiné votre destin, aller quelque part ce que tu veux, visualiser. Et maintenant, c'est comment j'ai fait le chemin vers la réalisation de cette phrase que j'avais. Quelle est l'essence de ce chemin, de ce deuxième chemin? L'idée essentielle, c'est d'avoir d'abord la vision de l'objectif et après de dire, ok, si ça c'est mon objectif, comment je vais réaliser cela? Et aussi, à ce moment-là, tu as, en énergétique, on peut dire, il y a comment on dit, cette future est en train de créer avant toi. Ça veut dire que tout d'un coup, tu reçois un main de quelqu'un et tu peux dire, ah oui, ce main, ah mais c'est génial. Grâce à cette pharmacienne qui m'a dit, il y a un workshop, il y a de kinésiologue, tout d'un coup, je dis, oui, je vais avec. Je voyais, mais oui, mais ça m'emmène vers mon but. C'est parce qu'on a cette rêve, ce but, qu'on peut faire de mieux des décisions. Et c'est ça ce que je veux expliquer, quelque part, comment de voir alors les circonstances qui se sont créées et comment de faire les tris entre ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et comment alors d'investir son temps, de garder cet esprit vers son objectif. Le focus. Parce que si tu es né avec une potentiel et que tu as une potentiel différente, mais pourquoi? Pourquoi on est né avec une différente potentiel? Ça doit avoir un sens. Autrement, c'était déjà plus là dans notre existence. Non, ça a un sens. Et ensemble, mon corps, c'est des trillions de cellules qui travaillent ensemble. Chacun a son job. Alors, moi, je vois la vie autour de nous, les gens, comme ça. On a tous une potentiel. Si on travaille tous dans la potentiel, mais en fait, ça crée une harmonie extraordinaire. Mais si mon cellule de peau, qui a toute la potentiel innée grâce à l'ADN d'être une cellule de cœur, mais il n'est pas. Il est né cellule de peau. Il va migrer vers mon cœur. Il ne va pas subir les stress. Et les autres autour, toutes les cellules ne vont pas l'aimer. Il va mourir très vite du stress, mais aussi peut-être rejeté. Est-ce qu'on ne se sent pas de temps en temps dans la vie comme ça? Que l'entourage autour, on n'est pas en phase avec? Est-ce que c'est l'entourage ou c'est nous? Est-ce que c'est nous et un chemin qui ne nous convient pas? Est-ce que nous, on est en phase avec nous-mêmes? Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je veux élaborer dans le deuxième. Merci beaucoup Tom, merci pour tout. Je te souhaite bonne chance par la suite. Je sais que si tu as encore des rêves, tu vas les réaliser parce que tu as compris comment faire et puis parce que tu es un fonceur aussi, tu travailles beaucoup. Et je vous remercie à vous, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aussi partager parce que
On ne sait jamais si dans votre entourage il y a des personnes qui ont besoin justement d'un coup de pouce, d'une motivation nouvelle pour continuer à travailler pour leur projet. Merci encore et vous pouvez vous abonner aussi pour voir les nouvelles vidéos qui vont apparaître. Au revoir.